Hello, c'est Lily et bienvenue dans mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler des amitiés toxiques que j'ai vécues et des traumas qui en ont suivi. On va commencer par la première amitié qui m'a traumatisée littéralement. C'était ma meilleure amie pour la vie. C'est une amitié qui a commencé à l'école maternelle. On va l'appeler Lucie. Avec Lucie, on est devenues meilleures amies le premier jour qu'on s'est vues. Pourtant, on était deux petites filles un peu différentes, dans le sens que moi j'étais une petite fille très solaire, très énergique aussi. J'ai toujours été très sociale. Je sais que ça se voit pas forcément, mais je suis quelqu'un d'assez social, qui n'a pas peur d'aller vers les gens. Et moi j'étais cette petite fille qui était amie avec toute l'école maternelle, peu importe les classes. À la cour de récré, je jouais avec tout le monde. Lucie, c'était pas trop le cas. C'était le genre de fille, vous voyez, qui dégageait un peu une énergie, un peu de maman. Je sais pas comment dire, mais elle était très stricte, très responsable. Elle n'avait pas cette âme d'enfant, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai qu'elle a grandi dans un milieu familial assez compliqué. Ses parents l'ont poussée à devenir mature très tôt, à devenir adulte très tôt. Et elle prenait des responsabilités à la maison qui n'étaient pas des responsabilités d'enfant. Donc déjà, il y a eu ce déséquilibre. Donc moi, à ce moment-là, j'étais en plein dans l'attachement anxieux. Je vivais l'attachement anxieux avec d'autres personnes de ma famille, pas avec mes parents, mais avec deux autres adultes qui me mettaient volontairement de côté au sein de la famille, qui faisaient plein de sorties et qu'on était un groupe de cousins, cousines, tous du même âge à peu près. Et en fait, j'étais volontairement mis de côté à cause des adultes en question. Et Lucie vraiment exploitait cet attachement anxieux. Elle me faisait du chantage, elle avait une surestime d'elle-même. Donc en fait, elle avait tellement cette confiance que tout le monde l'idéalisait. Et je me rappelle d'elle au lycée, que tout le monde la vénérait entre gros guillemets, dans le sens que si elle disait un truc même qui était complètement stupide, tout le monde la suivait bêtement, et moi la première. Elle était la favorite des parents d'élèves parce que la fille idéale sur les papiers, qui est excellente à l'école, qui est une excellente amie. À force de l'idéaliser, on a un peu créé, entre guillemets, pas dire un monstre, mais quelqu'un qui n'a pas su gérer le fait d'avoir autant d'attention. Moi, elle m'a fait énormément de chantage, elle m'a énormément rabaissé, surtout période de l'adolescence. Mais même avant, j'ai un épisode où en CP, vous savez, vous avez à cet âge-là, vous faites un peu des paris, des TEPACAP un peu ridicules. Et nous, il y avait une partie de la cour de récré qui était interdite. Et j'avais eu un TEPACAP d'aller là-bas. Tant vous dire que moi, à peine on me dit ça, de suite, j'y étais, quoi. Et durant toute l'année, je me rappelle, durant tout le CP, elle me faisait le chantage en disant, si tu fais pas ça, je dirais que tu es allée dans la zone interdite. J'étais devenue sa marionnette parce qu'elle me tenait comme ça. C'était une petite fille qui, au final, sur le papier, était un peu parfaite, mais avec moi, c'était pas trop le cas. À l'adolescence, elle a commencé à avoir beaucoup de complexes, qui en a résulté du coup de 2 chirurgies esthétiques durant la 4e et la 3e. Donc c'était vraiment quelqu'un de très complexé. Et alors moi, ça a été un peu le début de l'enfer, parce qu'on était un groupe d'une dizaine de filles, donc on était toutes les deux meilleures amies. Elle, c'était clairement la leader, parce qu'elle avait cette personnalité imposante. On voulait sa validation, quoi. Et j'étais sa préférée, entre guillemets, parce que j'étais la plus naïve. Pas naïve dans le mauvais sens. J'avais cette naïveté, quoi, de croire que tout le monde autour de moi était hyper bienveillant. À l'adolescence, elle a commencé à avoir beaucoup de complexes. Elle a commencé aussi à prendre beaucoup de poids. Moi, je suis issue de classe moyenne. Et elle, un peu plus, quoi. Au moment où elle a commencé à prendre du poids, elle a commencé à devenir très méchante. Surtout envers moi, qui n'a pas pris du poids. Elle me faisait des humiliations publiques pour endormir son complexe. Elle m'a mené au collège ses anciens vêtements qu'elle ne rentrait plus dedans, et elle me les donnait devant tout le monde en disant « faut que tu t'habilles bien, j'ai envie que tu t'habilles bien ». Je le dis, je ne manquais de rien, c'est juste que je ne demandais pas plus que j'avais. Si je voulais en avoir plus, je pouvais en avoir plus. Donc déjà, je n'étais même pas dans ce besoin financier, dans cette urgence financière. Et même si je l'étais, qu'elle l'affiche comme ça publiquement, je trouve ça dégueulasse. Tout le monde la voyait en disant « oh waouh, elle est tellement généreuse, elle donne ses vêtements qui sont à la mode, qui sont encore en bon état, etc. Sa meilleure amie, mais waouh, mais quelle amie exceptionnelle !» Alors qu'en fait, juste, elle rentrait plus dedans. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui, pour se sentir bien, il fallait qu'elle écrase les autres. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'elle m'a fait énormément de crasse. À partir du moment où elle a fait ces 2 chirurgies esthétiques, je vous dis pas à quel point
Elle était devenue arrogante, prétentieuse et extrêmement méchante. Et c'est comme ça qu'a commencé mon harcèlement scolaire au lycée, puisque c'est Lucie qui a instauré cet harcèlement scolaire. Toutes les filles avec qui j'ai grandi qui m'ont tourné le dos, ça a été, je crois, la pire période de ma vie. Je le dis avec beaucoup de détachement maintenant parce que j'ai le recul nécessaire, parce que ça fait 10 ans, même si je cauchemarde encore souvent de ces filles-là, de Lucie particulièrement. Maintenant, avec le recul, voilà, je me dis que c'était une jeune fille qui était complètement brisée, voilà, qui a grandi trop vite, qui n'a pas connu cette naïveté de l'enfance. Moi, je me rappelle quand j'allais chez elle, j'étais choquée, elle n'avait pas de jouets. Ses parents lui ont acheté des jouets parce qu'on était tout le temps ensemble et elle leur disait qu'elle voulait les mêmes jouets que moi. Mais sinon, ses parents ont forcé cette petite fille à grandir beaucoup trop vite. Donc voilà, donc ça a été la première amitié traumatique. On dit toujours qu'il n'y a qu'un pas entre l'admiration et la jalousie. Je pense qu'elle admirait le fait que j'étais une petite fille, qui vivait comme une petite fille, qui manquait de rien, qui avait énormément de jouets. Elle n'en avait pas. J'étais très sociale, je m'entendais avec tout le monde. Donc écoutez, c'est comme ça. Et je n'ai pas de nouvelles. Et je ne veux pas en avoir. Ensuite, passons à la seconde trahison que j'ai vécue. Ça, c'est une fille. Alors, comment on peut l'appeler ? On va l'appeler peut-être Sophie. C'est une fille on était copines durant l'enfance, pareil. Mais elle a déménagé milieu collège. Elle a déménagé assez loin, donc on se voyait plus. Mais on est restés hyper proches en contact. On se parlait tous les jours par les réseaux, etc. Et elle m'a beaucoup soutenue pendant l'harcèlement. Vraiment, c'était une belle amitié. Toutes les deux, on avait cette même vocation de partir en PACES. Donc maintenant, ça s'appelle la PACE. Elle l'a fait à Clermont et moi à Lyon. Et durant la première année du coup de cette PACES, on s'appelle tous les soirs, on se soutient. Je sens que elle m'écoute pas tellement quand moi ça va mal, mais je me dis, elle est là. Puis elle a été là à un moment de ma vie, donc je laisse passer. Et là viennent les résultats de la première année. Je les ai avant elle, je n'ai pas mon année, je redouble. Franchement, je me rappelle que ça m'a fait ni chaud ni froid de redoubler. Quelques jours plus tard, Sophie apprend qu'elle a validé et qu'elle part directement dans l'école de sage-femme qu'elle voulait, donc elle est hyper heureuse. Je suis hyper heureuse pour elle, tout va bien. Elle me parle justement de sa crainte. Voilà, au début, elle me dit j'ai pas envie qu'il y ait une animosité entre nous, du fait que j'ai réussi et pas toi, etc. Je lui dis que non. Enfin, je lui dis, tu vois, j'ai redoublé, j'ai même pas pleuré. Et je comprends pas pourquoi elle insiste sur le fait qu'elle a pas envie qu'il y ait un décalage entre nous. Le reste de l'été se passe de manière assez étrange, puisque elle me contacte de moins en moins. Et dès qu'elle me contacte, c'est uniquement quand elle a besoin. Et je vois que mes messages, mes vocaux, en fait, elle me lâche des vues. Donc je laisse un peu passer. Et c'est au moment de la rentrée qu'elle me sort une phrase, et j'ai de suite compris ce qui se passait. Parce qu'elle était dans une résidence étudiante, et en début d'année, elle m'envoie des vocaux en me disant non mais ça va pas du tout, je peux plus rester ici, je les vois tous arriver, ça se voit que c'est des premières années pour la PACES, moi je peux plus rester entourée de bébés, j'ai grandi, je suis beaucoup plus mature, j'ai eu mon année, moi je veux plus rester avec des gens comme ça, je déménage. Et là je me suis dit what ? Enfin elle dit ça à moi, sachant que je n'ai pas eu mon année. Donc pour elle, la vision des personnes qui rentrent en PACES ou qui sont encore en PACES, c'est des bébés. Et c'était ça en fait, ce qu'elle était en train de me dire. Elle était en train concrètement de me dire ce qu'elle pensait de moi, que j'avais pas réussi, que j'étais devenue moins intéressante. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que tous les derniers vocaux qu'elle me disait, c'était soit pour obtenir mon aide, soit pour me parler à quel point ses deux meilleures amies qu'elle s'était fait 15 jours avant le concours et qui avaient elles aussi réussi, étaient complètement géniales. Qu'elles avaient réussi, qu'elles étaient devenues des adultes. Elle m'expliquait aussi, elle a commencé à... C'était des filles qui, je lui ai dit de faire attention parce que c'était des filles qui avaient l'habitude de prendre certaines substances et ça a commencé à creuser un décalage. Donc à partir du moment où elle m'avait envoyé ce message pour me dire qu'elle déménageait, j'ai commencé à avoir vraiment de moins en moins de nouvelles jusqu'à ce que un jour, elle me parle plus. Ça s'est fait... je pense au bout de 5-6 semaines après ce message où je me suis dit vas-y, de toute façon voilà, c'est juste une passe, elle est hyper heureuse d'avoir eu ses études, elle a travaillé dur, bon j'ai travaillé dur mais bon, je vais lui montrer que moi je suis pas comme ça,
que c'est pas parce que je n'ai pas eu mon année que je suis forcément jalouse envers elle, que forcément je suis un bébé, je suis quand même quelqu'un d'assez mature pour mon âge. Tout le monde me disait que j'étais très mature pour mon âge. Donc voilà, je me suis dit, elle va se rendre compte que voilà, l'euphorie du moment va redescendre. Et en fait, non. Elle a arrêté de me parler comme ça, jusqu'à ce qu'elle m'unfollow carrément des réseaux. Et voilà. Et voilà, la fin de cette amitié, je l'ai très très mal vécue. Et surtout beaucoup d'incompréhension, pareil, comme l'amitié avec Lucie. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. Ensuite, troisième amitié, on va l'appeler Laura. Cette amitié avec Laura a commencé au collège-lycée. On n'était pas du tout dans la même classe. Comme je vous l'ai dit, j'étais quelqu'un d'assez social. Je faisais énormément d'amis, que ce soit en danse, dans la cour de récré. J'étais vraiment amie avec un peu tout le monde. On était devenues copines au collège et notre amitié s'est vraiment intensifiée pendant le lycée. Alors elle était plus jeune que moi et elle était trop belle. Genre vraiment trop belle. Donc j'avais une admiration pour elle parce que je la trouvais mais tellement belle. Elle dégageait une énergie très douce, très mignonne. J'adorais ce qu'elle dégageait et j'adorais le fait d'être son amie. Pendant le lycée, vu qu'on reste de plus en plus ensemble, je commence un petit peu à voir son vrai visage, entre guillemets. Elle me contacte uniquement quand elle va pas bien. Au début, je pensais que c'était un peu maladroit de sa part, qu'il n'y avait pas de volonté d'être méchante, sauf qu'à la fin, je me suis rendu compte que peut-être un peu. Elle me parle toujours de sa meilleure amie, ses meilleures amies, à quel point elles sont exceptionnelles au début, qu'elle me parle toujours d'elle, qu'elle me compare toujours à elle. Ça ne me dérangeait pas parce que j'étais d'accord avec elle. Au fur et à mesure de cette amitié, Laura commence à se désintéresser de moi. Parce que dès qu'elle va pas bien, que je lui apporte mon soutien, que je lui donne mes conseils quand elle me demande, etc., elle compare ce que je dis avec ce que ses meilleures amies ont dit. Et elle commence à me dire « Ouais, mais tes conseils, ils sont un peu nuls quand même. » Parce que elle m'a dit ça et elle a raison. Et à chaque fois, elle me dit ça. Pourquoi me demander à chaque fois mon avis si au final, son avis à elle te convient le mieux? Je comprenais pas trop le but. Pareil, j'avais toujours cette naïveté de me dire que quelqu'un ne pouvait pas être vicieux. Quelqu'un ne pouvait pas jouer sur deux tableaux. Quelqu'un ne pouvait pas se faire semblant d'être ton ami et te détester. Pareil, c'est des choses qui, encore à l'heure actuelle, je ne comprends pas. Cette amitié a poursuivi en études supérieures. Pareil, elle me calculait une fois sur deux quand elle allait pas bien. Quand elle allait bien, je n'avais absolument pas de ses nouvelles. Pendant une période, on s'est beaucoup vus. On s'est vraiment beaucoup vus, et ça je crois que je vous en avais déjà parlé dans un podcast sur le syndrome de la gentille fille. Il me semble qu'on se voyait beaucoup quand elle allait pas bien. Il y a une fois où elle m'a posé un lapin, où j'allais partir de chez moi, j'étais un peu en retard. Je lui dis, je pars. Sachant que pour coordonner nos deux emplois du temps, c'était quand même assez compliqué, c'est-à-dire qu'on se prenait au moins un mois à l'avance pour se coordonner nos emplois du temps. Je vois sur ses stories toute la journée qu'elle est avec un groupe de potes. Sauf que plus le temps passe, plus elle met beaucoup de stories, et plus je me dis, elle est loin du lieu de rendez-vous. Donc je me suis dit, c'est pas grave, elle sera en retard, je suis en retard, j'envoie un message en partant de chez moi. Je commence à franchir la porte d'entrée, et je lui dis, je pars de chez moi. Elle me répond de suite qu'elle ne viendra pas. Mais même pas d'explication, c'est je ne viendrai pas. Toute la soirée, je vois qu'elle continue à poster des stories avec ces personnes-là. Ça m'a montré à quel point elle me considérait peu. Et ça a été très très dur. Et ça a été un mois plus tard qu'elle m'a recontactée pour qu'on se voit, qu'elle était dispo. Quand elle me donnait ses disponibilités, c'était que vraiment elle avait rien à faire quoi. C'est qu'il n'y a personne d'autre qui était disponible, elle voulait pas être seule, du coup elle me contactait. Et je lui ai dit, ça tombe bien, écoute, j'accepte, ça tombe bien parce que voilà, on se soutiendra toutes les deux, parce que moi aussi ça va pas, tout ça, parce qu'elle voulait qu'on se parle, voilà, elle avait besoin de quelqu'un qui l'écoute. Et moi, donc, je lui ai dit que moi aussi, donc ça tombait bien. Et à ce moment-là, elle a eu une réaction excessive que je n'ai pas comprise. Je comprends pas grand-chose, en fait, dans les amitiés. Elle a eu une réaction excessive en disant « Ah non, mais tes problèmes, c'est pas mes problèmes. On se verra plus tard, quand tu auras plus de problèmes. Je veux pas gérer tes problèmes et tout. » Et je me suis dit « Mais what the fuck ?» Je comprends que tu ne veux pas gérer les problèmes des autres, mais tu ne peux pas demander en retour que les autres gèrent les tiens. Je trouvais ça tellement déplacé, mais pareil, là je le dis avec le recul, mais à l'époque j'étais en mode, elle a raison, c'est pas à elle de gérer mes problèmes. Et donc du coup, j'ai décidé de couper, parce que ça m'avait pas plu. C'est à ce moment-là que je réalise que je m'entoure quand même de mauvaises personnes, mais j'avais pas encore ce déclic.
de remettre un petit peu en question toutes les amitiés que j'avais et toutes les relations que j'avais. C'était l'année suivante, en 2025, donc ça s'est passé en 2024. Mais là, je commence à perdre cette naïveté de me dire que les personnes qui m'entourent ne sont pas tous positifs et ne veulent pas tous mon bien. Et donc cette Laura, ce qu'elle exploitait, c'était mon syndrome du sauveur. J'ai peur de perdre les gens qui m'entourent, donc je donne tout pour entretenir une relation. Maintenant, on va passer à la dernière amitié qui s'est mal terminée. C'est la raison de pourquoi j'ai mis autant de temps à faire ce podcast. Ça m'a fait beaucoup de mal comment ça s'est terminé, et après j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai réalisé qu'au final cette fille-là, elle était toxique. Elle m'avait fait subir beaucoup de choses. C'était pas une vraie amitié, c'était pareil, c'était que des amitiés dans un sens. Ces personnes-là disaient oui, t'es ma meilleure amie, mais en fait elles me disaient ça parce que elles ressentaient que j'avais besoin d'être validée socialement, que j'avais besoin d'avoir des meilleurs amis, mais en soi, elles avaient juste besoin que moi j'accomplisse des choses pour elles, quoi. Donc cette fille-là, on va l'appeler Mona. J'ai rencontré cette fille lors de ma première année de licence de chimie et j'ai eu un très mauvais feeling. Vraiment un très très mauvais feeling. Et tellement bien qu'au début, je ne pensais pas parler avec elle. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la pré-rentrée et moi, j'étais pas dans cette optique de me faire des amis, étant donné que j'avais déjà des amis et que durant ma dernière année de PACES, je m'étais fait un noyau de copines. Donc je n'avais pas cet objectif. C'est-à-dire que si je rencontrais d'autres personnes, pourquoi pas, mais si je n'en rencontrais pas, c'était pas dérangeant pour moi. Et je rencontre une fille en particulier, donc c'était pas du tout Mona, et j'ai un feeling avec elle. Vraiment un feeling, on s'entend trop bien. D'ailleurs, c'est elle qui m'a parlé du matcha pour la première fois. Elle me disait qu'elle prenait du matcha tous les jours, elle m'en avait même donné pour que je puisse goûter. Et il y avait une autre fille, Mona, qui, à la sortie de la réunion, elle m'a de suite attrapée en me disant « Il me faut absolument ton snap, je ne supporte pas être seule, mon objectif c'est de me faire des copines dès la rentrée. » Moi vraiment ça m'a fait peur d'être attrapée comme ça, juste « Passe-moi ton snap, je veux me faire des copines ». On ressentait son urgence, son agitation, elle était très agitée. Je lui donne mon snap et en même temps je donne le snap à l'autre fille avec qui j'ai un bon feeling. Et en fait je me suis rendu compte plus tard que je parlais à Mona alors que je pensais parler, on va l'appeler Léna, l'autre. Du coup, j'étais persuadée de parler à Léna alors que je parlais à Mona. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les filles, elles avaient deux prénoms hyper similaires. Du coup, j'ai mélangé les filles. Et donc, en fait, c'est quand je lui dis, ben voilà, on se met à tel endroit de l'amphi et que je vois que c'est Mona qui s'est mise à côté de moi, que je comprends ce qui se passe. Je comprends que je vais parler pendant plus d'une semaine à Mona et pas à Léna. Mais après, je me dis, bon, mais en fait, au final, elle est cool parce que ça fait une semaine que je lui parle et que je la trouve cool et tout, donc pourquoi pas, voilà. On est devenus très proches. Seulement, je comprends assez rapidement qu'elle joue un double jeu que j'apprécie moyennement, dans le sens que, en fait, elle m'exploitait. Donc, elle me demandait beaucoup des conseils, elle me demandait beaucoup mes cours de PACES. Je me suis réorientée en chimie et en PACES, il y avait de la chimie. Je prends un temps fou pour elle. Vraiment, c'est une fille qui était très très énergivore. C'était une fille qui était très jalouse. Du coup, elle ne supportait pas que je parle à d'autres personnes. Et elle commence à instaurer un truc, et je m'en suis rendu compte après. Quand j'avais des sorties avec, par exemple, mes copines des PACES, elle faisait des crises d'angoisse. Et elle me demandait de venir la voir. Donc, je me tapais 1 heure de métro aller et 1 heure retour pour aller la voir. Je perdais bien sûr un temps fou. Je pense aussi qu'il y avait une volonté de me nuire parce que ça arrivait beaucoup pendant les périodes de partiel. Alors après, effectivement, c'est normal qu'elle soit beaucoup stressée. Mais du coup, moi, je perdais du temps pour aller la voir et retourner, que du temps que je ne révisais pas du coup. Elle faisait exprès de m'inviter souvent chez elle pour que je n'ai pas à aller voir d'autres personnes. J'étais tout le temps chez elle. Tous les jours, j'avais 2-3 heures de vocaux à écouter où elle me parlait d'elle, de sa vie, machin, des cours, machin, etc. Et très peu de moi au final. Elle m'écoutait très peu. Et en fait, c'est même pas qu'elle m'écoutait pas, c'est que je n'avais pas la place de parler de moi. Vous voyez, c'était pas naturel que je lui dise, bah écoute, là ça va pas. En fait, je lui parlais pas. Et un jour où il y a eu une rupture entre nous, c'est lorsque j'ai fait une opération. Et l'opération s'est mal passée. Et du coup, j'ai eu un post-opératoire assez compliqué. Et j'étais seule chez moi. Et j'ai fait un malaise. Je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, là, ça va pas. J'ai fait un malaise. Je me suis réveillée. Je sais même pas combien de temps j'ai été inconsciente, pour être honnête, du coup, vu que j'étais seule. Elle n'est jamais venue. Elle a fait la morte. Voilà, elle m'a lâché un vu. Et elle n'est jamais
bienvenue. Je crois que c'est un peu l'histoire de toutes ces amitiés, c'est que même si les gens ils sont mauvais avec moi, je vais être loyale envers eux, c'est un truc de dingue. Cette amitié s'est arrêtée il y a un an, il y a un peu plus d'un an, c'était à peu près février 2025. Entre temps, on était devenus un trio, parce que moi je me suis liée d'amitié avec Élise. C'est son vrai prénom pour le coup. Elle n'avait pas eu le choix en fait d'accepter ce trio parce que je restais énormément avec Élise. C'était un peu soudain. On a complètement perdu d'intérêt pour nous, puisqu'on n'a pas fait le même master toutes les trois. Donc au début, elle maintenait l'amitié, mais maintenant avec le recul, avec Élise, on s'est rendu compte qu'elle a maintenu l'amitié par jalousie, mais on sentait qu'elle se désintéressait progressivement de nous. En fait, elle prenait même pas de nos nouvelles, elle se rappelait même pas de nos dates de partiel. Mona était très colérique, on s'en est rendu compte un peu après, et elle nous faisait beaucoup de reproches. Sur, par exemple, si oui, mais vous avez oublié que j'avais mon oral en anglais aujourd'hui, c'était hyper important pour moi, vous me l'avez pas souhaité, vous m'avez pas souhaité bon courage, vous m'avez pas donné des nouvelles et tout. Et on était un peu en mode, mais genre, c'est pas. Enfin, tu nous as pas souhaité nos partiels, que du coup, niveau oral anglais, partiel, voilà. Et bah, c'était pas grave, quoi. Voilà, genre, c'est pas grave, t'avais autre chose à penser. Et de suite, c'était très, ouais, mais moi j'ai plein de problèmes dans ma vie, moi je vais pas bien. Il y a eu un Mona avant et un Mona après. Je pense que le Mona après, c'était son visage caché, ce qu'elle voulait pas trop nous montrer au final. Mais on s'est rendu compte que Mona était devenue très égocentrique. Dès qu'on se voyait, elle parlait que d'elle. Dès qu'on parlait d'autre chose, elle faisait des crises d'angoisse. Cette amitié s'est arrêtée assez tragiquement, dans le sens qu'elle a pété un câble une nouvelle fois, elle a fait une crise de jalousie, j'y suis rentrée dedans parce que là pour moi c'était inacceptable. Je l'écoutais tous les jours se plaindre pendant 3-4 heures. Je lui faisais des vocaux bien sûr pour la motiver, qu'elle écoutait quasiment pas. Donc elle exploitait complètement mon syndrome du sauveur, mon attachement anxieux aussi, et elle nous faisait des reproches. Ça nous affectait énormément. Vraiment, ça nous affectait énormément. On en a beaucoup pleuré et tout. C'était horrible parce qu'on avait l'impression, en fait, elle nous faisait passer pour deux filles complètement méchantes qui n'étaient pas là pour leurs potes, en fait. Et c'était tellement pas vrai. Et il y a quelques mois, je crois, il y a 2-3 mois, j'ai appris que elle faisait passer notre rupture amicale comme si c'était moi le problème. Et honnêtement, ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier, mais la personne qui m'a dit ça m'a dit, de toute façon, les gens qui te connaissent savent très bien que t'es pas capable de faire ce genre de choses. Et je suis en mode, mais en fait, ouais. Genre, ouais. Ouais, en fait, les gens savent, je suis trop gentille, je suis toujours là pour les autres. Et ouais. Et les gens qui me connaissent un minimum savent ça, que je ne sais pas jouer sur 2 tableaux. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah en fait, fais-moi la méchante de ton histoire si tu veux. Parce qu'on sait tous très bien qui il est vraiment, quoi. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que si quelqu'un vous fait sentir plus mal que ce que vous ne l'êtes, si vous sentez qu'une amitié est énergivore, ou si vous ressentez qu'il n'y a que dans un sens que ça fonctionne, qu'il n'y a que vous qui donnez et que vous ne recevez rien en retour, c'est que vous êtes probablement dans une amitié dysfonctionnelle et que de tout simplement quitter une amitié ou ne plus tolérer un comportement ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de méchant, c'est juste que vous imposez vos propres limites et que vous méritez beaucoup mieux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bye!